Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer le cas des blessures à Arsenal avec, je vais pas dire une hécatombe de blessés, mais beaucoup de blessés, notamment le capitaine et peut-être meilleur joueur d'Arsenal, Martin Odegaard. Donc c'est vrai que tu as beaucoup de blessés à l'heure de l'arrivée de la Ligue des Champions. Tu te dis, bah ouais, est-ce que c'est pas problématique, surtout que City arrive la semaine prochaine. Donc voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à partager, bref, tu connais la chanson. Ça fait toujours super plaisir et avancer la chaîne d'une super manière. Donc voilà, une nouvelle vidéo, c'est parti. Donc depuis le début de saison, tu as 5 joueurs blessés. Récemment, tu as eu Odegaard qui a connu une grave blessure, quand même une blessure assez sérieuse qui va l'éloigner au moins 3 semaines des terrains, une blessure à la cheville. Calafiori qui est blessé, enfin qui est entré blessé à Arsenal depuis l'Italie, donc avec une blessure au mollet survenue contre la France. Tu as également Tomiyasu qui était blessé au genou. Gabriel Jesus avec sa fragilité permanente, on va dire, et constante. Et enfin, peut-être, ouais, le coup dur, ou en tout cas le coup vraiment malchanceux de ce mercato, on va dire, Mikel Merino, qui arrive et qui se blesse en retombant d'un mauvais choc avec Gabriel. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quand même assez préoccupant, on va dire, pour Arsenal, puisqu'il y a la Ligue des Champions qui arrive, mais surtout Manchester City, à la limite, le groupe d'Arsenal, il est assez abordable, même s'il y a le PSG qui va arriver assez rapidement le 1er octobre et ça va peut-être être sans Martin Odegaard. Mais voilà, c'est vrai que tu as quand même une situation qui est quand même relativement préoccupante. Donc ce que je vous propose, c'est évidemment de commencer par la blessure de Martin Odegaard, parce qu'elle m'apparaît tout simplement être la plus préoccupante et peut-être la plus sérieuse. Voilà, donc il est sorti blessé suite à un match avec la Norvège, donc je ne sais plus contre quelle équipe pour être honnête avec vous. Donc blessure à un mollet et Odegaard, c'est vrai que c'est un peu ton joueur, ton facteur X, on va dire, avec Bukayo Saka dans ce Arsenal de Mikel Arteta. Évidemment, la défense, je n'oublie pas, attention, évidemment. Mais en tout cas, voilà, dans tout ce qui est équilibre de ton équipe, création, créativité de jeu et d'action. C'est vrai qu'il est tellement important que ce soit défensivement, il arrive à te faire des retours défensifs à la 90e, il a vraiment 3 poumons, il a un volume de jeu énorme, il arrive à avoir une conservation de balles exceptionnelle. Son entente avec White et Saka dans le côté droit de l'attaque dans la face droite des Gunners, elle est tout simplement incroyable. C'est vrai que c'est pas non plus un joueur que tu perds, c'est également des automatismes que tu perds et c'est finalement un système qui va devoir être repensé. Et c'est évidemment ton capitaine devant Bukayo Saka. Donc voilà, c'est vraiment un coup dur. C'est ton leader également vocal, c'est ton leader technique. Bref, c'est vraiment ton meilleur joueur, même si Saka stat beaucoup et que la défense centrale, Gabriel et Saliba est très très bonne. Odegaard, c'est quand même depuis 2-3 saisons une valeur sûre. Et pour moi, peut-être que tu pourrais mettre d'ailleurs dans ton 11 type de Première Ligue, toute équipe confondue en Première Ligue. Donc voilà, premier gros coup dur. Le deuxième gros coup dur, j'ai décidé de mettre Ricardo Calafiori, bien que sa blessure soit moins importante que celle de Mikel Merino. Ça reste une blessure qui est quand même assez préoccupante. Bon, le point positif, c'est que Ricardo Calafiori ne part pas comme titulaire, il part comme backup de l'archénien central Saliba, mais surtout Gabriel. Calafiori qui est plutôt censé évoluer côté gauche de la défense. Et c'est un joueur finalement qui est un peu un couteau suisse, c'est-à-dire que tu peux le faire jouer défenseur central, mais surtout également en backup de Jurien Timber qui lui occupe le poste de latéral gauche. D'ailleurs, lui-même couteau suisse, vu qu'il peut évoluer 6, il peut évoluer latéral droit, défenseur central, latéral gauche. Bref, il peut un peu tout faire et limite, tu pourrais même le faire jouer, numéro 8 relayeur. Donc, pas créatif évidemment, parce que avoir un central de base à être un numéro 8 créatif, il faudrait quand même le faire. Et à l'heure actuelle, à l'instant T, ça n'existe pas. Mais voilà, c'est vrai que blessure à un mollet assez préoccupante. Certes, c'est intervenu assez tôt dans la trêve internationale. Il a été forfait face à Israël. C'est vrai que c'est pas ton défenseur central titulaire, mais bon, ça t'enlève un peu de profondeur de banc au cas où tu aurais voulu faire tourner, par exemple. C'est vrai que les défenseurs centraux, c'est pas les joueurs qui vont se dépenser le plus sur un terrain, mais quand même, faire tourner, j'en sais rien, par exemple, face à Bournemouth, avant d'aller affronter le Paris Saint-Germain, par exemple, ça aurait pu être pas mal. Ou je crois qu'ils vont affronter une autre petite équipe. Bon, bref, je n'ai pas, en tout cas, de Première Ligue, je n'ai pas son nom, mais en tout cas, voilà, ils auraient pu le faire tourner potentiellement après Manchester City. Il n'en sera rien, enfin, en tout cas, il ne sera pas rétabli à temps. On pense en tout cas qu'il pourrait être rétabli pour City, mais est-ce que ça serait raisonnable, on va dire, de le faire débuter tout de suite après le match face à City, sachant qu'il n'aura pas 90 minutes dans les jambes? Voilà, moi personnellement, je ne prendrais pas de risque. Troisième blessure assez consternante, c'est la blessure de Mikel Merino. Évidemment, c'est Arteta qui voulait absolument le joueur.
entre Mikel, tu me diras, on se comprend, bon voilà, j'arrête la blague, je sors. Bref, mais non, pour être sérieux, excellent joueur à la Real Sociedad, pareil pour l'équilibre de l'équipe et la profondeur de banc, c'était un joueur tout simplement très bon, quoi. Vraiment, je trouve que c'est vraiment une bonne recrue. Donc c'est vrai que tu auras l'option Havertz que tu pourras faire redescendre au milieu de terrain, mais donc du coup tu n'as plus l'option Merino, tu pourras avoir l'option Nwaneri, mais c'est un petit jeune et personnellement je ne le connais pas trop en tant que suiveur extérieur d'Arsenal. Certes j'aime beaucoup Arsenal, mais je ne prétends pas connaître Arsenal sur le bout des doigts. Mon club de cœur c'est l'Olympique Lyonnais, c'est le seul club que je maîtrise à 100%. Les autres clubs, je suis en général là, que ce soit Milan, Arsenal, Liverpool que je suis assez régulièrement, ce ne sont pas des clubs que je connais sur le bout des doigts, je les connais assez bien, mais voilà, donc ouais, assez inquiétant aussi pour Merino, parce que c'est vrai qu'il ne sera pas de retour avant, on va dire, allez, ouais, la dernière semaine d'octobre ou la première semaine de novembre, et c'est vrai que c'était un joueur qui était assez intéressant, que ce soit à les récupérations ou à la création d'actions, pareil, à la conservation de balles, c'est un joueur qui est très très bon, donc voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui va te manquer également, et voilà, niveau profondeur de banc, quand on sait que Declan Rice a été suspendu face à Tottenham, bon, ça n'a pas empêché les Gunners de gagner contre Tottenham, mais voilà, c'est vrai qu'encore une fois, pour la profondeur de banc, ça te pose un réel souci. Petit cas rapide sur Takehiro Tomiyasu. Bon, voilà, blessure au genou, il n'a pas participé au match de préparation. Normalement, là, c'est pareil, c'est pas trop grave, sachant que y a Ben Watt qui est tout simplement indiscutable à son poste. Après, encore une fois, comme pour Ricardo Calafiori, c'est un peu préoccupant si jamais tu voulais faire tourner ton effectif, parce que on va dire que le poste de latéral droit il est bien plus énergivore que le poste de défenseur central. Donc là encore, pour les mêmes raisons que Ricardo Calafiori, c'est peut-être un peu entre guillemets un malus, surtout que Tomiyasu ça a toujours été un joueur assez fiable, ça n'a jamais été un joueur très mauvais, il faisait le rôle de doubleur vraiment d'une superbe manière, donc voilà, peut-être un peu préoccupant dans le sens où si tu veux faire tourner ton effectif, tu seras un peu limité. Et enfin, la dernière, on va dire, je ne vais pas dire blessure parce que le joueur n'est pas blessé actuellement, mais c'est un joueur qui a toujours été en délicatesse avec son corps. Je parle évidemment de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, il a connu beaucoup de blessures, dont l'année dernière, mais également en 2022-2023 avec une blessure au genou qui l'aura éloigné 100 jours environ des terrains. Ça leur a fait manquer 17 matchs, que ce soit avec Brésil ou avec Arsenal, toutes compétitions confondues. Donc c'est vrai que c'est assez préoccupant pour Gabriel Jesus parce que c'est quand même un joueur, je trouve, quand même, qui a un niveau moyen quand même pas mal. C'est vrai que c'est un joueur qui n'a pas un mauvais rendement, hein. Il est décisif, donc du coup 34 fois sur 71 matchs, donc c'est quasiment un match sur deux, ce qui n'est pas non plus dégoûtant. Donc c'est vrai que c'est pas un top buteur comme peut l'être par exemple Erling Haaland notamment, mais voilà, c'est un buteur quand même qui est assez fiable, et par exemple pour potentiellement pallier donc à la blessure d'Odegaard, pour un changement de système, ça peut être quelque chose qui peut se faire assez naturellement et assez bien. Donc évidemment, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les deux solutions que je vous propose pour pallier à cette fameuse blessure d'Odegaard, parce que c'est la blessure d'Odegaard quand même qui est la plus préoccupante. Et donc, en premier lieu, j'ai décidé de garder le 4-3-3, de mettre Havertz à son poste entre guillemets préférentiel, même si maintenant on va dire c'est de plus en plus en avançante et qu'il a l'habitude de jouer à ce poste-là. D'ailleurs, poste qu'il occupe très bien. Donc ça serait de mettre un 4-3-3 en laissant Partey en numéro 6 et en mettant en 2-8 Rice et Havertz. C'est vrai que niveau création, ce ne serait pas non plus le feu. Mais voilà, je pense qu'à court terme, ça peut être une solution assez bonne. Et puis tu mettrais Gabriel Jesus, du coup, en numéro 9, donc, du coup, titulaire devant Eddie Nketiah, qui était censé partir cet été. Il n'a pas trouvé de porte, il était évoqué du côté de Marseille fut un temps. Malheureusement, il n'y est pas allé, donc il reste chez les Gunners. Ça rapporte un peu plus de profondeur de banc, surtout qu'Nketiah ce n'est pas un mauvais joueur en sortie de banc. Voilà, je trouve que c'était toujours quelqu'un qui a su rester très pro et qui a su vraiment, ouais, tout simplement être efficace quand il le fallait avec le peu de temps de jeu qu'il avait. Donc voilà, donc, première solution, le 4-3-3 en laissant Trossard, Martinelli donc sur le côté gauche, Saka et donc du coup Sterling sur le côté droit. Et puis donc du coup un milieu de terrain finalement assez classique avec Jorginho en doublure de Partey, Nwaneri du coup en doublure d'Havertz, en espérant qu'Havertz ne se blesse pas, ou Rice. Et donc Havertz en doublure de Rice, donc, c'est vrai que là tu sens qu'il y a vraiment une pénurie de joueurs au milieu de terrain. Puis la défense, classique Timber, Gabriel, Saliba, White, et puis en grain de but, Raya là c'est du classique. La deuxième solution que je vais vous proposer, c'est tout simplement un 4-4-2 à plat, qu'a proposé notamment Mikel Arteta donc face aux Spurs de Tottenham.
Donc là, c'est une solution qui est peut-être un peu plus naturelle, même si tu as un changement de dispositif. Donc tu aurais les deux avant-centres qui seraient Havertz et Gabriel Jesus. En doubleur de Jesus, c'est Nketiah. Sterling en doubleur d'Havertz. Nelson, du coup, vu que Sterling passe en doubleur d'Havertz, en doubleur de Saka. Trossard, Martinelli sur le côté gauche, ça change pas. Et puis bon, voilà, la défense, c'est du classique. Mais voilà, peut-être que le 4-4-2, du coup, serait peut-être un peu plus adapté. Moi, personnellement, je préférerais quand même le 4-3-3 pour tout ce qui est stabilité, même si ça te monopolise plus de milieu. À mon avis, Mikel Arteta a eu tendance à titulariser un 4-4-2 parce que ça te laisse tout simplement beaucoup plus de milieu et que tu peux aligner le 11 qui est peut-être un peu plus compétitif que le 4-3-3. Mais bon, après ça, chacun son avis, encore une fois. Donc, quel est l'avenir maintenant pour les Gunners de Mikel Arteta? Donc, Mikel Arteta, il a déjà essayé, lors de la victoire 1-0, de titulariser un 4-4-2 à plat, avec Martinelli sur le côté gauche, Trossard et Havertz, pardon, en avant-centre. Tu avais une doublette, comme Rice était suspendu, tu avais Jorginho et Thomas Partey. Bon, à mon avis, comme Rice va revenir, tu vas avoir beaucoup plus de maîtrise au milieu de terrain, même si, comme d'habitude, encore une fois, Odegaard va beaucoup manquer à cette équipe. Mais il ne va pas falloir négliger la suite, puisque les Gunners se rendront coup sur coup donc à l'Atalanta, mais surtout à Manchester City, avant potentiellement de recevoir le Paris Saint-Germain. Après, tu pourras potentiellement faire tourner ton effectif. Bon, évidemment, il y a encore trop d'inconnus pour pouvoir se projeter jusqu'au 1er octobre. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que tous les feux ne sont clairement pas ouverts du côté d'Arsenal. N'hésitez pas à me dire si vous êtes supporter d'Arsenal, à quelle place vous voyez votre équipe finir, même si c'est encore plutôt en fin de saison. Donc du coup de Premier League. Si vous êtes confiant ou pas, malgré la blessure d'Odegaard, à ce que Mikel Arteta manage au mieux votre effectif. Et puis évidemment, si j'ai oublié 2-3 choses à dire lors de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc encore une fois, si tu as aimé la vidéo, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours avancer la chaîne d'une superbe manière. Puis nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez,